On peut dire que ça a été quand même vraiment plein de surprises. Je pense que tout le monde l'a un peu vécu comme ça. C'est-à-dire que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on s'était préparé à des maladies émergentes qui seraient difficiles à prendre en charge, en essayant d'être le plus réactif possible, en essayant de partager au niveau de tout le pays les mêmes documents, de façon à ce que tout le monde travaille un peu pareil, de façon à ce que tout le monde ne s'épuise pas chacun dans son coin à essayer de fabriquer des recommandations, des choses comme ça. On est certainement plus près qu'il y a 10 ans, mais là, l'intensité de l'épidémie, le niveau de débordement des hôpitaux, notamment dans l'Est de la France, a vraiment surpris beaucoup de monde. Donc je pense que si ça devait se résumer en un mot, c'est vraiment la grande surprise qu'on a eu un peu tous de la gravité de cette épidémie. Le plus gros défi, je pense, c'est qu'on ne connaissait pas la maladie, ni le virus, ni sa capacité à se propager. Et donc, on a, depuis le début, essayé de copier à partir de ce qu'on connaissait d'autres maladies comparables, soit la grippe, parce que c'était l'épidémie virale respiratoire sur laquelle on s'était tous un peu préparés, les fameuses grippes aviaires, ou bien alors sur le coronavirus d'il y a 15 ans, mais qui avait vraiment pas du tout été au même niveau. Je pense que c'est important de revenir aussi sur ce qui a bien fonctionné. Et je crois que comme on avait ces efforts de préparation des maladies émergentes depuis une dizaine d'années, avec au départ les grippes aviaires et puis après Ebola, on avait quand même un système en place au niveau national qui fait qu'on a été relativement homogène malgré tout en termes de choix des critères d'hospitalisation, de tests, de prise en charge, pour les études de recherche aussi, essayer de travailler ensemble. Donc ça a globalement plutôt bien fonctionné. Mais par contre, ça a été tellement vite que c'est vrai qu'on on a eu pas mal, chacun dans son hôpital, de travail, d'organisation locale. Et ça, c'est vrai qu'on aurait sans doute pu partager plus là-dessus. Et donc, s'économiser des efforts si on avait eu des documents partagés précocement sur le recueil des données, sur les recommandations à transmettre aux collègues des autres spécialités, à l'administration. Donc, si c'était à refaire, je pense qu'il faudrait qu'on ait de manière plus efficace un partage des efforts d'un centre à l'autre. Quelque chose sur lequel on a fait des progrès au cours de l'épidémie, donc qui fonctionne mieux à la fin de l'épidémie qu'au début, c'est le fait d'avoir effectivement une espèce de plateforme plus centralisée. C'est pas tellement pour les recommandations parce que finalement la Direction générale de la santé a bien fait ce rôle-là de nous transmettre des documents à essayer d'appliquer sur place, et le ministère de la Santé aussi. Mais c'est plutôt du côté opérationnel. Comment on applique les consignes nationales sur le terrain? Et là-dessus, il y a une mission nationale qui s'appelle la mission COREB, qui existe depuis quelques années déjà, mais qui a pris de l'envergure dans cette activité-là de distribuer des documents opérationnels qui mutualisent un peu les efforts. Il y a 3 gros avantages. D'abord, ça homogénéise, tout le monde fait à peu près pareil d'une région à l'autre, ce qui est toujours mieux. Deuxièmement, ça évite quand même que chacun réinvente la roue dans son coin, alors que quand on s'y met à plusieurs au niveau national, on peut faire des documents de bonne qualité et le transmettre aux autres, quitte à faire des petites adaptations locales. Et puis le troisième avantage, c'est que ça permet d'avoir les meilleurs experts sur tout. Si on décide qu'il y a un groupe de 10 personnes qui va travailler sur tel document, par exemple, si on prend un exemple concret, quand on a dit qu'il faut dépister dans les EHPAD, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que c'est un travail de Romain, il y a pas mal de choix stratégiques à faire sur place. Donc, si ça, c'est accompagné d'un document qui dit voilà comment on vous propose de faire dans vos régions, on fait gagner du temps à tout le monde et de la qualité aussi. La puissance des fake news est vraiment quelque chose de difficile à contrer. Question difficile parce que ça s'est posé pour d'autres maladies, mais ça se pose même pour d'autres domaines. Pour une raison très simple, c'est qu'un scoop, quelque chose de bien percutant, même complètement faux, va se répandre à grande vitesse. Et que pour réparer après, même avec des arguments vérifiables, pour dire non, vous voyez, c'est pas vrai, c'est pas possible, regardez ça par exemple, et ça va mettre beaucoup plus de temps et ça aura beaucoup moins d'impact que le choc initial de la fake news qui aura diffusé. Donc je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on essaye de réagir à ces agressions des fake news là, pour rester calme.
il faut rester correct. Et puis, il faut essayer d'être le plus... je pense un des progrès qu'on a à faire dans notre communication, c'est d'essayer d'être le plus compréhensible possible. Quand on va essayer de réfuter des fake news, il faut qu'on puisse être compris par le public qui a reçu ces fake news en première ligne. Il faut essayer d'être sincère, d'être simple, d'être aussi modeste, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas bien, mais on peut au moins dire les choses dont... ce qui est faux, on peut dire que c'est faux. Ils ont fait, au niveau officiel, hein, ils ont fait l'effort de parler d'une seule voix, ou quasiment, de parler régulièrement, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Donc ça, c'était bien. S'il y avait des petits reproches à faire, alors c'est jamais parfait, on peut toujours critiquer un peu. Je pense que assez vite, ça s'est beaucoup vu les dernières semaines, on sent que la communication officielle avait très peur de rassurer les gens. Ils avaient peur que les gens interprètent, quand on leur dit il y a moins de cas, qu'ils interprètent ça comme vous pouvez sortir de chez vous, il n'y a plus de risque. Et du coup, ils ont gardé une communication plutôt négative, alors que ça faisait déjà plusieurs semaines que les choses allaient mieux. Leur logique, c'est qu'ils se disaient, il faut que les gens restent inquiets de façon à ce qu'ils continuent à faire attention, mais c'est un peu infantilisant comme discours. Je pense qu'on aurait pu dire plus tôt, ça va mieux, restez vigilants, mais on a des bons résultats. Parce que le mauvais côté, je comprends bien ce qui a motivé le fait de garder des communications négatives, même quand les choses allaient mieux. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on s'est aperçu depuis quelques semaines, mais c'est très net, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas osé aller à l'hôpital, qui avaient été maintenus dans un tel niveau d'inquiétude, et que finalement, il y a eu des dégâts liés à trop de crainte des gens. Donc il fallait qu'ils aient une crainte, puisque c'est ce qui rend prudent, c'est d'avoir peur finalement un peu. Mais peut-être qu'on en a trop mis là-dessus, qui fait qu'il y a des gens qui avaient des douleurs thoraciques et qui sont restés à la maison avec leur infarctus, parce qu'ils avaient peur qu'en allant à l'hôpital, ils attrapent le Covid, par exemple. Il y avait des sites très bien faits. Il y a celui de Santé publique France, il y a celui du ministère de la Santé, il y a celui du CDC européen ou américain, il y a celui de l'OMS. On pouvait avoir des infos rapides et vérifiables et de qualité. C'est un truc que j'aurais pas dit il y a 3 mois, mais je pense qu'on a manqué de régulation là-dessus. C'est-à-dire qu'on a entendu des gens parler très fort avec des messages très faux. Ça fait beaucoup de dégâts. Alors, on est tous pour la liberté, on est un pays de liberté, mais je pense que dans un contexte de crise sanitaire qui inquiète beaucoup de monde, il faudrait pouvoir interdire de communication les gens qui disent des choses fausses, et il y en a eu, et je crois que ça ferait beaucoup de bien aux patients. C'est pas facile à mettre en place, hein, à cause justement du principe de liberté, mais je pense que c'est là-dessus qu'on a le moins bien fonctionné collectivement pendant cette épidémie. C'est le fait que, et les gens nous l'ont beaucoup reproché, hein. Quand on disait un truc, ils nous disaient bah oui, mais il y a quelqu'un qui a le même titre que vous et qui dit quelque chose de complètement différent et qu'on entend 2 heures par jour à la télé. Comment est-ce que je sais si c'est lui que je dois croire ou vous? Et je pense qu'il faut tout partager, qu'il faut être transparent. Maintenant, je pense qu'ils ont eu trop d'informations médicales pendant cette épidémie, les patients. Ils n'avaient peut-être pas besoin d'avoir tous les jours le décompte du nombre de patients en réanimation et le nombre de décès, etc. Et qu'on aurait dû alterner avec des choses peut-être moins médicales et moins techniques, quoi. Ça a été très technique, finalement, la communication. Maintenant, tout le monde connaît plein de choses sur la réanimation qui, finalement, n'a pas un impact majeur sur leur vécu de l'épidémie, sauf que, bien sûr, ça entretient l'angoisse. Les mots-clés, en tout cas, je pense que la solidarité était un truc indispensable. Il a vraiment fallu se serrer les coudes. C'était pas du tout le moment d'essayer d'en profiter pour prendre l'ascendant sur telle ou telle autre spécialité dans son hôpital ou au niveau national, d'essayer de se mettre en avant. Il fallait que tout le monde bosse ensemble avec les administratifs, avec les autres disciplines, avec les politiques. Donc, il a vraiment fallu que tout le monde bosse ensemble, sinon ça n'aurait pas marché. Et ce mot de solidarité se retrouve bien aussi dans les échanges de patients qu'il y a eu entre les régions les plus touchées et celles qui étaient le moins touchées. Ça a vraiment bien fonctionné, ça. Ces transferts de patients qui étaient pourtant dans des états très graves, avec des conditions de transfert compliquées, que ce soit par les airs ou par le train, ça a vraiment bien marché. Et il faudra essayer de garder ça pour les prochaines épidémies si on devait en avoir d'autres. Le deuxième enseignement, j'avais commencé un peu par là, mais je pense que ça reste un truc à ne pas oublier, c'est qu'on peut vraiment être surpris beaucoup par ces micro-organismes-là, ces toutes petites bestioles comme les virus,
Et celui-là, il a déjoué beaucoup de pronostics de beaucoup de monde, y compris les meilleurs. Et dans les deux sens, hein. On a entendu au début des gens nous dire vous inquiétez pas, il ne va rien se passer, c'est pas pire que la grippe. Et à l'inverse, on a aussi entendu des gens dire bah, vous verrez, nous on avait eu une étude de modélisation qui disait que la Bretagne serait complètement submergée de travail avec toutes ces réanimations saturées début avril. Et en fait, on n'a jamais dépassé les 50% de capacité d'accueil. Donc, dans les deux sens, les gens ont été surpris, aussi bien ceux qui prédisaient l'apocalypse que ceux qui disaient circuler, il n'y a rien à voir. Troisième enseignement de l'épidémie, peut-être quelque chose de plus clinique, c'est qu'on a appris beaucoup simplement en écoutant les patients. Et ça a été remarquable. Par exemple, comme l'épidémie nous a frappé, nous, plutôt au mois de mars, et que ça faisait déjà 3 mois qu'il y avait déjà eu plusieurs dizaines de milliers de cas qui avaient été décrits dans le monde, on ne pensait pas qu'on allait apprendre des nouveaux symptômes. Et en fait, on a appris des nouveaux symptômes avec cette maladie très tard, et on va peut-être encore en apprendre d'autres. Mais là, en ce moment, on parle beaucoup du Kawasaki de l'enfant. Il y a 15 jours, on parlait des pseudo-engelures. Il y a un mois, on parlait de l'anosmie. Donc, c'est en écoutant les patients, en les examinant, en faisant de la médecine de base, finalement, on a appris beaucoup de choses.